Midi 15 sur e-radio, c'est l'heure du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire. Attaque contre les magistrats. La classe politique réagit suite aux mises en garde du président de la République. D'après le porte-parole du PDS, personne ne peut empêcher les critiques à l'égard de la justice. Du côté du pouvoir, l'on prône le devoir de respect vis-à-vis de l'institution judiciaire. La violence électorale durant la prochaine campagne pour la présidentielle, surtout pas. La société civile prend les devants et alerte. Elle déplore également le fait qu'il n'y ait presque jamais de suite judiciaire avec les victimes de violences électorales. École morte dans tout le département de Kolda pour 48 heures. Les enseignants l'ont décidé ce matin. Un de leurs a été agressé par un parent d'élève. Ils sont tous noirs de colère. Les 16 sortants de l'INSEP ont suspendu leur grève de la faim. Le ministre de la Jeunesse leur a promis de trouver une solution à leurs principales revendications. Élection présidentielle en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou met en garde la CENI contre toute publication de faux résultats. Fayoulou se voit vainqueur. En sport, CAF Awards 2018, le Sénégal a réussi le défi de l'organisation. Mais malheureusement pour les amateurs du football local, aucun des nominés sénégalais n'a eu de prix au finish. Vous entendrez la réaction des férus de football dans ce journal. Les réactions donc des férus de football dans ce midi. Suivez 2-19 en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Au micro, Antoine Diouf à la technique. Instant sec du préscolaire au moyen secondaire. Les cours ont été arrêtés pour 48 heures dans tout le département de Kolda. Les enseignants protestent ainsi contre l'agression du directeur de l'école 2 de Saré-Kémon dans la commune de Kolda même par un parent d'élève. Très en colère, ils dénoncent ce qui s'est passé. Tous les syndicats d'enseignants étaient en assemblée générale il y a quelques instants. Le porte-parole du jour s'appelle Saloum Sonko. C'est le secrétaire général du CELS authentique de Kolda. Il est avec Mohamed Kanchi. C'est le directeur de l'école qui a été battu par un parent d'élève et ses 3 garçons. Je précise pour votre information que dans le passé, un enseignant a été lynché à mort à Pata. À la suite de cela également, il y a eu d'autres agressions. Finalement, nous nous sentons exposés. C'est pour cela que nous avons décrété aujourd'hui débrayage à partir de 9h, suivi d'une assemblée générale. Et demain, jeudi 10 janvier 2019, journée école morte à Kolda. Pour montrer toute notre solidarité à l'endroit du directeur d'école, battu par un père de famille et ses 3 garçons conducteurs de moto Jakarta, mais montrer également à la population que à chaque fois qu'un enseignant sera touché, l'intéressé aura affaire à toute la corporation. Parce que trop c'est trop. Il y a déjà le plaignant qui a déposé une plainte auprès du procureur de la République. Là également, nous suivons l'évolution de cette plainte-là. Les sortants de l'INSEP, eux, ont pour le moment suspendu leur grève de la faim. C'est suite à une promesse du ministre de la Jeunesse qui s'est engagé à trouver une solution à leur doléance. Les 16 grévistes de la faim veulent être recrutés dans la fonction publique. Falun Gong a assisté à leur conférence de presse ce matin, compte rendu. Des sacs bien remplis, matelas et nattes déjà rangés, les inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports s'apprêtent à quitter l'esplanade du stade Iba Mar Diop. Ils ont suspendu leur grève de la faim suite à leur rencontre avec le ministre Pape Gorgui Ndong. Moussa Diallo, coordonnateur de la 25e promotion des inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports. Nous avons été reçus hier à 13h par monsieur le ministre Pape Gorgui Ndong qui, au sortir de nos discussions, de nos échanges, qui ont duré 2 heures de temps, il a eu à prendre des engagements fermes, solennels à l'endroit de la situation des inspecteurs, c'est-à-dire le recrutement dans la fonction publique. Il a dit, je le cite, « Je suis sensible à votre situation et j'ai toutes les informations, j'ai saisi le sens et la quintessence de votre situation et permettez-moi véritablement dans un bref délai
de saisir qui de droit, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre, pour véritablement diligenter cette situation dans les meilleurs délais. Lèvres sèches, les yeux rougis, un physique visiblement affaibli, Moussa Diallo et ses camarades gardent espoir quant à leur intégration dans la fonction publique. Nous sommes confiants, c'est des autorités de ce pays, un ministre de la République, une autre autorité. Voilà, nous ne pouvons que faire confiance à ces autorités-là, véritablement peut-être leur laisser le temps qu'ils ont demandé pour véritablement diligenter cette situation. En grève de la faim depuis 2 semaines, les 16 inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports se réjouissent de ce pas franchi dans leur combat et adressent toute leur reconnaissance à la Ligue sénégalaise des droits de l'homme qui a fait de ce combat sa propre affaire. Midi 5 minutes, vous suivez le journal sur e-Radio. e-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Le taux de chômage chez les jeunes au Sénégal est établi à 15,7%. C'est ce qu'indique le rapport 2018 de l'ANSD sur la question, bien sûr. Et pourquoi en est-on arrivé à cette situation? Certains l'expliquent par le refus de la plupart des jeunes d'exercer certains métiers qu'ils trouvent dégradants. Ils se préoccupent du regard social. Reportage Oumou Kalsoumba. Il n'y a pas de son métier. Anne-Marie Gomis est femme de ménage. Pour cette native de Joal, tous les moyens sont bons pour gagner sa vie. Si tu vois un travail, tu n'as qu'à le faire. Supposons vendre des choses, des petites choses, c'est pas grave. Il n'y a pas un seul métier. Il ne faut pas être complexe, c'est la vie. Abdou Diouf, gérant de débiterie en phase avec Anne-Marie, son credo, le travail, un vrai trésor. Pourquoi avoir de complexe? Le travail est sacré. Il faut bosser dur pour après bien s'occuper de ses parents. À la quête d'un emploi depuis des mois, Rama est aujourd'hui démotivée. Elle a d'ailleurs chopé le virus de la procrastination. En fait, je me suis toujours dit que je vais pour chercher du boulot. Mais je remettais ça du jour au lendemain. Et pour la petite histoire, c'est sa mère qui l'accompagne à déposer des demandes d'emploi. Je me suis réveillée à 6h du matin. Juste après la prière, je suis sortie avec ma fille et on a déposé ensemble des demandes d'emploi. Voici le message qu'elle adresse aux jeunes qui ont un complexe à exercer certains boulots. Il n'y a pas de saut métier, les temps sont durs, donc l'important c'est de gagner sa vie dignement. C'est mieux que de voler ou d'agresser. D'après l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, le taux de chômage des jeunes en 2018 avoisine les 16%. Il est plus élevé en zone rurale. Le regard de la société pèse souvent sur certains jeunes qui trouvent dégradant de pratiquer certaines activités lucratives. Oumou Kalsoumba, l'oisiveté est l'une des choses les plus partagées par les jeunes de la Médina. Aucune activité professionnelle, aucune autre occupation. La plupart d'entre eux passent presque tout le temps dehors et ils sont souvent accusés de se mêler à des affaires parfois pas du tout orthodoxes. Cependant, beaucoup d'entre eux cherchent à s'en sortir pour se prendre en charge. Un reportage de Papa Al-Moussar. Hier, autour du feu, la préparation du thé est le compagnon quotidien de ces jeunes à la Médina. La rue, ces jeunes la quittent rarement. Dans leur nouvelle famille d'adoption, des chants religieux donnent le rythme à des discussions à tue-tête. Une ambiance bien au rendez-vous, mais pour Yap Safal qui en fait partie, les jeunes fréquentent la rue parce qu'ils aiment la facilité. Les jeunes comme moi restent dans les rues. Non seulement ils n'ont pas d'occupation, mais le pire, c'est qu'ils ne font aucun effort pour trouver du travail. Les jeunes ont maintenant des systèmes pour gagner de l'argent. Ils sont dans la ville pour créer des troubles et essaient de tromper les gens pour avoir quelque chose. C'est pourquoi les jeunes refusent maintenant de travailler. Le chemin pour s'en sortir est loin d'être facile. Beaucoup de jeunes prennent de mauvais raccourcis comme les jeux ou bien s'adonnent à des pratiques illicites. Un choix que leur imposent les conjonctures sociales selon Amadou, un habitant de la Médina. Les jeunes sont nombreux à faire des choses prohibées par la loi. Surtout, ils respectent plus les jeux comme pari-foot que leurs études parce que cela leur permet d'avoir un peu d'argent. Même moi qui vous parle, je m'adonne à ce jeu. Les jeunes doivent quitter les rues pour chercher du travail. Une position de Cheikh Diagne, un habitant de la Médina. Pour lui,
Les jeunes sont maintenant allergiques à l'entrepreneuriat. Même le vendeur de café Touba qui est devant sa maison, il a créé son propre boulot. Moi, je déplore le fait que les jeunes restent assis devant les rues en disant qu'il n'y a pas de travail. Au Sénégal, le taux de chômage des personnes âgées de plus de 15 ans est plus élevé en milieu urbain qu'en zone rurale. Ici à la Médina, les rues ne désemplissent pas et constituent la place privilégiée de beaucoup de jeunes. Un regret pour le présent, mais surtout une conséquence majeure pour l'avenir du Sénégal. Les jeunes de la Médina donc qui veulent du travail et certains sont accusés de se mêler des affaires parfois pas du tout orthodoxes. Midi, 10 minutes sur e-radio. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. Les mises en garde du président Macky Sall par rapport aux attaques contre les magistrats laissent de marbre certains responsables de l'opposition. Le porte-parole du PDS en fait partie. D'après Babacar Gaye, personne ne peut empêcher les critiques contre la justice. Et pour Abdourahmane Diaye de l'APR, c'est un devoir citoyen de respecter l'institution judiciaire à Wadiop. Les détracteurs de la justice sénégalaise sont avertis. L'État défendra les magistrats et prendra les mesures qui s'imposent. Pour le Parti démocratique sénégalais, rien ne peut empêcher de manifester en désaccord face à une décision de justice. Babacar Gaye, porte-parole du PDS. Il va sans dire qu'aussi longtemps que les magistrats seront assujettis au pouvoir exécutif, les citoyens pour lesquels il rend la justice portera un œil critique, fera des remarques et naturellement exercera une pression morale sur les magistrats. Personne ne pourrait nous enlever ce droit. Du côté du pouvoir, on se justifie en mettant en avant la sacralité du pouvoir judiciaire. Abdourahmane Diaye, conseiller spécial du président de la République. La magistrature est un corps absolument respectable et qui doit être respecté dans un pays. C'est aussi simple que ça. Ni nous, du pouvoir, ni ceux de l'opposition, parce qu'une décision ou une autre ne les aura pas arrangés. Nous n'avons le droit d'insulter personne. Encore moins des magistrats qui sont là dans leur dignité et qui font leur travail selon leur conscience. À quelques semaines de la présidentielle, les deux partis s'accordent toutefois sur la liberté et la responsabilité nécessaires à une justice crédible. Nous nous acheminons vers une période électorale et on a l'impression que le président Macky Sall compte sur la complicité de certains magistrats pour empêcher la candidature de certains de ses adversaires et certainement valider une élection truquée. Nous demandons aux magistrats de revenir à leur dignité d'antan. J'exhorte les magistrats, comme tous les autres corps de travailleurs de ce pays, à travailler selon leur conscience. Mais ce n'est pas parce que la décision venant de leur prise de conscience ne nous arrange pas qu'on doit les invectiver. Attaqués de tous bords, le pouvoir judiciaire et l'exécutif ne comptent plus laisser passer. Reste à savoir comment l'État va manier la carotte et le bâton pour redonner à la justice tout son crédit. Et attention au risque de violence dans la prochaine campagne électorale. Amnesty International a déjà alerté par rapport à cette éventualité. Et cela nous a servi de prétexte pour parler des différentes victimes de violences électorales dont les dossiers n'ont presque jamais connu une suite judiciaire pour la plupart des cas. Ce n'est pas normal, soutiennent les acteurs de la société civile qui indiquent la voie à suivre pour éviter les violences électorales. Pape Ibrahima Ndiaye. Des voitures caillassées, des permanences de partis saccagées et des batailles rangées. C'est cette atmosphère qui prévaut durant les campagnes électorales. Au Sénégal, elles sont souvent émaillées de violence et en cas de perte de vie humaine, les dossiers judiciaires sont au point mort, une situation que déplore Babacar Ba, président du Forum du Justiciable. Durant la période préélectorale, nous constatons souvent qu'il y ait en tout cas des violences qui conduisent à des morts d'hommes. Et le cas le plus battant, c'est le cas de Mamoudou Diop, qui jusqu'au moment où je vous parle, aucune suite n'a été donné au dossier. Donc je pense que quelque chose qu'il faut vraiment regretter, c'est des lenteurs administratives et un dysfonctionnement du bon service civique de la justice. Donc je pense qu'il faudra y remédier parce que quand quelqu'un en tout cas commet une faute, une infraction, il faudrait diligenter cela et apporter des sanctions. En campagne électorale ou en dehors, la justice doit être rendue en tout état de cause, estime Maître Moussa Sarr, avocat à la Cour. Quand vous êtes victime de violences quelconques, quand vous êtes victime
d'un accident de la circulation, il appartient à la victime ou à sa famille, n'est-ce pas, de saisir les juridictions. Maintenant, si ces victimes ne le font pas, voilà, on n'y peut rien. Mais en tout cas de cause, lorsqu'il y a mort d'homme, en principe, à la suite d'un accident, le chauffeur, en principe, doit être arrêté et déféré devant le procureur pour la suite à donner. Et on le voit tous les jours et il ne doit pas y avoir d'exception. Pour éviter des manifestations ou autres dérives lors de la prochaine campagne électorale, Babacar Ba préconise des solutions. Je pense que les acteurs politiques ont un rôle très important à y jouer parce que le plus souvent c'est eux, donc c'est les acteurs politiques qu'il faut indexer, revoir en tout cas leur discours, qu'ils tiennent un discours d'apaisement et qu'ils invitent également les jeunes parce que le plus souvent ce sont les jeunes qui sont au front, leur tenir un bon discours, en tout cas faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de tension, qu'ils revoient en tout cas leur comportement, faire des messages allant dans le sens d'apaisement. Donc je pense qu'avec ça, on peut éviter ces genres de crises-là. Pour rappel, des scènes de violence et d'accidents mortels ont émaillé la campagne électorale de 2012. Pour éviter tout cela, ces juristes en appellent à la responsabilité des acteurs pour une élection présidentielle apaisée dans le pays. Et parlant de cette présidentielle, 3 candidats recalés pour faute de parrainage ont saisi la justice. Question, les recours annoncés devant la Cour suprême par ces recalés pourrait-il aboutir? Aucune chance pour les concernés, selon Maître Aboubakridé. L'avocat rappelle que les décisions de la haute juridiction ne sont pas attaquables au regard de la loi. Le spécialiste du droit estime d'ailleurs que c'est tant mieux parce qu'il faut une sécurité judiciaire à tout système. Maître Aboubakridé avec Ousmane Gueye. Les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Elles s'imposent aux autorités administratives et juridictionnelles. Ça veut dire que dès lors que le Conseil constitutionnel rend une décision, ces décisions s'imposent erga omnes, c'est-à-dire à tous. Donc aujourd'hui, vouloir saisir la Cour suprême d'une décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel, dont on sait que les décisions sont insusceptibles de recours, relève simplement d'une simple pétition de principe, à mon avis. Parce que simplement, ces recours n'ont aucune chance de prospérer devant la Cour suprême, compte tenu du fait que les décisions du Conseil constitutionnel sont irrévocables. Il faudra que dans tout système juridique également, en fait, que simplement, arriver à un moment où il faudra s'arrêter. Parce que simplement, il faudra en fait qu'il y ait quelque chose qui soit au-dessus de toute soupçon. C'est la raison pour laquelle nous avons cette charge au Conseil constitutionnel qui rend en dernier recours, en fait, en dernier ressort, les décisions qui s'imposent à tous. Après l'échec au parrainage, certains candidats déclarés ont décidé de saisir la justice. Donc, et pour d'autres, il n'y a rien à faire. Cette étape est bouclée. Il ne reste plus qu'à récupérer la caution de 30 millions de francs CFA qu'ils avaient versée. Pour cela, il faudra attendre 15 jours après la publication officielle de la liste provisoire des candidats. La question du remboursement de la caution a été abordée également par certains candidats qui ont eu à s'endetter pour pouvoir l'assurer. Ousmane Gueye. Les candidats malheureux qui se sont arrêtés à l'étape du parrainage restituent-ils les 30 millions de caution en cas d'emprunt pour Amsatou Sow Sidibé? Il faut le faire. Elle raconte une de ses mésaventures. Je parle du cas général. Une caution. Quand quelqu'un peut payer de sa poche, cache une caution, si cette caution lui est remboursée, il garde l'argent, c'est pour lui. S'il l'avait emprunté, eh bien, il doit le rembourser. Moi, il y a une partie que j'avais empruntée en 2012, des 65 millions, que j'ai payé jusqu'il y a de cela quelques mois. Je payais tous les mois 300 et quelques mille francs CFA. Jusqu'il y a 1 ou 2 mois. Il y a 1 ou 2 mois que j'ai terminé. Voilà. Et voilà. Donc, ça sort de ma poche, ça. Le remboursement est prévu par les textes, confirme l'expert électoral Ababacar Fall. Ils sont remboursés, donc, disons, 15 jours après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Le deuxième cas, maintenant, c'est les candidats qui ont été recalés. Alors, maintenant, si un candidat, disons, donc, voit sa candidature déclarée irrecevable, dans les 15 jours qui suivent la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel, il peut récupérer sa caution. Alors, maintenant, il y a une procédure. La procédure, c'est qu'il faut se présenter au niveau de la caisse de dépôt et de consignation avec l'original de la quittance de dépôt et une attestation de main levée signée par le ministre chargé des élections. Il faut ces deux éléments-là. Mais pour l'enseignante-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'idée de la caution ici n'est pas pertinente. C'est une aberration.
Parce que la première étape, c'est l'étape de la candidature à la candidature. Ce sont les parrainages qu'on vérifie, qu'on contrôle. Celui qui dépasse l'étape du parrainage devient candidat. Et c'est un candidat qui doit donner une caution. Parce qu'on cautionne sa candidature. Amsatou Sow Sidibé a beau vouloir dire que son parrainage est valide, elle n'a pas été retenue par le Conseil constitutionnel. L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour Bokar Alpha Khan. Bonjour Antoine Diouf. Élection en République démocratique du Congo, Fayulu Martin met en garde la commission électorale. Oui, lors d'une déclaration devant la presse, le candidat d'opposition Martin Fayulu a prévenu hier que les Congolais connaissaient le véritable vainqueur de l'élection présidentielle et il a mis en garde la commission électorale contre toute tentative de travestir la vérité des urnes. Martin Fayulu. En toute sérénité et dans le respect aussi bien des règles démocratiques que l'état de droit. 1. Mettons en garde la CENI contre toute tentative de travestir la vérité des urnes. 2. Appelons la CENI à publier dans le plus bref délai le résultat provisoire de l'élection présidentielle et à ne proclamer élu que le candidat qui a recueilli véritablement le plus de suffrages exprimés par le peuple congolais, tel que consigné dans les procès-verbaux affichés devant le bureau de vote. 3. Affirmons avec force que les résultats électoraux ne se négocient point et qu'en aucun cas, ni le peuple congolais, ni nous-mêmes n'accepterons de tels résultats. 4. Appelons le peuple congolais à demeurer vigilant et à exiger que son choix porté dans les urnes soit respecté par la Commission électorale nationale indépendante. Alors, cette déclaration intervient au moment où la CENI a commencé hier ses délibérations pour proclamer les résultats officiels provisoires dans les 48 heures. Pendant ce temps, des informations font état d'un rapprochement entre le président Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. L'information n'a pas été démentie par l'UDPS, le parti de Félix Tshisekedi. Selon Jean-Marc Kabound, secrétaire général de ce parti, ce rapprochement s'inscrit dans la logique de la réconciliation nationale, contraire à toute politique de règlement de compte. Au Gabon, après l'échec du coup d'État, le calme est revenu et la classe politique réagit. Et c'est le président du Rassemblement Héritage et Modernité, RHM, Alexandre Barraud-Chambrier, qui a convoqué la presse pour analyser la situation. Il a surtout appelé les tenants du pouvoir au ressaisissement et au respect de la souveraineté du peuple gabonais, car selon lui, on ne peut gouverner un peuple contre son gré. Alexandre Barraud-Chambrier. L'apparition théâtrale et humiliante de M. Ali Bongo Ndimba à l'occasion du bref discours à la nation prononcé à la Saint-Sylvestre et la dérive institutionnelle du Gabon. Après une disparition de 2 mois et une campagne d'intenses rumeurs, ce dernier est réapparu aux yeux de tous, incontestablement affaibli par la maladie, dans une brève mise en scène télévisée orchestrée par un entourage déterminé à conserver le pouvoir coûte que coûte. Il demeure constamment vrai que l'on ne peut gouverner un peuple contre son gré et que l'autodétermination est consubstantielle à la démocratie. Ainsi donc, et pour solde de tout compte, aussi longtemps que la souveraineté du peuple gabonais ne sera pas respectée, aussi longtemps que la Cour constitutionnelle et les institutions électorales de notre pays demeureront partiales, l'ordre constitutionnel qui est en lien avec la souveraineté populaire ne tiendra qu'à un fil. Le Rassemblement Héritage et Modernité rappelle et soutient sans équivoque que le strict respect de la souveraineté du peuple est le seul fondement de l'ordre constitutionnel, de sa stabilité, de sa crédibilité et de la paix.
En République centrafricaine, Bokar, l'ONU et l'Union africaine veulent relancer le processus de paix. Oui, de hauts responsables de l'ONU et de l'Union africaine ont entamé hier une visite de 3 jours à Bangui pour relancer les pourparlers de paix. La médiation de l'Union africaine, lancée en juillet 2017 et soutenue par l'ONU, est critiquée par des diplomates et des observateurs pour sa lenteur et son manque d'efficacité. Conséquence, le dialogue est au point mort. Pour Jean-Pierre Lacroix, chef du département de maintien de la paix de l'ONU, l'année 2019 sera celle du dialogue et de la réconciliation. L'année 2019 doit être l'année du dialogue, doit être l'année de l'apaisement, doit être l'année de la réconciliation. Et nous sommes collectivement déterminés à travailler, à ne ménager aucun effort en ce sens. L'Union africaine a également dépêché son commissaire à la paix, Smaïl Chergui. Pour lui, la Centrafrique reste une priorité. À ce stade, et je crois que Jean-Pierre et moi-même avons décidé que notre première action pour cette année 2019 est de nous retrouver ensemble dans cette capitale, avec aussi les ministres de la région, les voisins de la République centrafricaine, pour essayer de donner une impulsion décisive à la mise en œuvre de l'initiative africaine. Alors, l'ONU est sur la même ligne que l'Union africaine, mais le problème dans ce dossier, Antoine, c'est que la Russie a entrepris une médiation parallèle chez son allié soudanais. Critiqué par la France, Moscou a réuni fin août à Khartoum 3 milices de l'ex-coalition de la Seleka et un groupe armé anti-Balaka, milice autoproclamée d'autodéfense. La Russie a même obtenu l'autorisation de fournir des armes aux forces gouvernementales centrafricaines. Avec cette mission conjointe, l'ONU et l'Union africaine veulent reprendre la main dans ce dossier. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale. Le journal des sports de e-Radio. Bonjour Seydina Abagé. Bonjour Antoine. On reparle des CAF Awards. Les Sénégalais donnent leur avis sur la non-consécration de Sadio Mané et d'Aliou Cissé. Salah, ballon d'or pour la deuxième année consécutive devant Sadio Mané. Hervé Renard, sacré meilleur entraîneur de l'année au détriment d'Aliou Cissé. Les CAF Awards ont fait leur lot d'heureux et de malheureux. Qui est le plus méritant, qui ne l'est pas? Les Sénégalais se prononcent dans ce micro-trottoir réalisé par Aïssata Ndiaye. Bon, écoutez, je pense que Mohamed Salah a mérité le ballon d'or, même si Sadio Mané n'a pas démérité. Mais je pense que la différence est jouée en équipe nationale parce que Mohamed Salah est plus performant en équipe nationale que Sadio Mané. Je vois vraiment Aliou Cissé remporter le trophée de meilleur entraîneur. Aliou Cissé méritait largement de gagner ce trophée vu que l'équipe nationale a terminé premier en Afrique. Mo Salah était plus méritant. D'autant plus, c'est pas dans leur équipe nominative Liverpool. Si c'était là-bas, Sadio Mané était plus méritant. Mais c'est en équipe nationale où Mo Salah est plus méritant que Sadio Mané en équipe nationale. Hervé Renard, Aliou Cissé, moi je dirais que c'est pour Hervé Renard. Parce qu'il le mérite, potentiellement il le mérite. C'est un grand entraîneur. Aliou Cissé, il n'a pas démérité, mais il lui reste beaucoup de chemin à faire. En réalité, j'ai comme l'impression que si Salah a gagné, c'est parce qu'il a été beaucoup plus méritant. Maintenant, en tant que Sénégalais, je suis un petit peu déçu. Maintenant que ce n'est pas le cas, il faudrait que vous vous rendiez compte que Sadio est encore jeune, il a encore largement le temps de le faire. Hervé Renard, Aliou Cissé, en Coupe du Monde, le Sénégal a eu une victoire, un match nul et une défaite. Ce n'était pas le cas du Maroc avec Hervé Renard. Donc je n'ai pas compris sur quelle base ils ont fait leurs calculs pour mettre Hervé Renard en priorité par rapport à ce trophée. Il faut avouer que Mohamed Salah a été beaucoup plus performant en 2018 que Sadio Mané, en marquant beaucoup plus de buts. Mais par rapport au trophée du meilleur coach africain, le choix d'Hervé Renard reste plutôt bizarre quand même, étant donné que le Maroc n'a pas été plus performant que le Sénégal. Malheureusement, Hervé Renard passe parce que le lobby marocain est mieux organisé que celui du Sénégal et que Aliou Cissé subit constamment un bashing au sein même de la population sénégalaise. Je pense que ceci a eu un impact.
Oui, ces citoyens l'ont dit. Si le ballon d'or remis à Mohamed Salah ne soulève pas de contestation, le titre d'entraîneur de l'année décerné à Hervé Renard a fait jaser. Effectivement, Antoine, et c'est surtout du côté des techniciens. Serigne Saliou Dia, par exemple, entraîneur de l'équipe nationale locale, estime qu'Aliou Cissé aurait dû recevoir le trophée de meilleur entraîneur de l'année. Pour se justifier, il convoque les performances de l'équipe nationale sous la direction du sélectionneur actuel. Écoutons Serigne Saliou Dia. Aliou méritait largement ce trophée dans la mesure que le Sénégal est sur le classement FIFA. Le Sénégal est le premier pays africain à être là, et Aliou Cissé, vu les performances qu'il a fait avec l'équipe nationale, que ce soit premier pays à être qualifié à la Coupe du Monde, première équipe africaine aussi à avoir une victoire, et tout ce que le monde du football a dit par rapport à l'équipe du Sénégal, je pense qu'Aliou vraiment mérité amplement ce trophée. C'est les modes de vote qu'on doit un peu revoir par rapport à des critères plus précis, donc je pense que c'est des choses que les gens ne maîtrisent pas, ne maîtrisent pas la façon dont les gens votent. Donc c'est qui est important maintenant que le Sénégal puisse qu'on a travaillé. Je pense que quand on commence à décider entre 2 ou 3 candidats, je pense que le statut est en train de faire de très bons résultats. Maintenant, comme je l'ai dit encore, la concentration n'est plus loin. Donc il va falloir encore une fois se remettre en question. On n'a pas les prix. Nous, on a à se remettre juste en question et qu'on ait à travailler pour que demain on puisse avoir ces prix pas désirés. Parlons maintenant de la CAN 2019 avec la question sécuritaire qui demeure la seule inquiétude. Effectivement, Antoine, l'Égypte est confrontée à des attentats et aux violences autour des stades. Mais pourtant, les autorités se veulent rassurantes. Hier, la Fédération égyptienne de football a lancé un tweet révélateur juste après sa désignation par le comité exécutif de la CAF. Je cite le tweet, Antoine. L'Égypte, pays de la sécurité, accueille les pays africains et leurs supporters à la CAN 2019. Fin de citation. Cette annonce sur Twitter montre que les autorités égyptiennes sont conscientes d'une chose: la sécurité est leur véritable défi pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Cette CAN est la première compétition majeure que l'Égypte accueille depuis la révolution de 2011 qui a mis fin au régime du président Hosni Moubarak. Et depuis cette date, le pays est plongé dans l'instabilité sécuritaire avec des attaques menées par des groupes extrémistes. Des attaques, Antoine, qui ont coûté la vie à des centaines de personnes parmi les forces de l'ordre, des civils aussi, parmi les chrétiens coptes et même des touristes étrangers. Il faut aussi noter que les matchs de football sont souvent le théâtre de drames majeurs. Le plus mémorable, c'est passé en 2012 avec les émeutes lors du match entre Al-Masri de Port Saïd et Al-Ahli du Caire. Des violences qui ont fait près de 80 morts, ce qui est très rare dans un match de football, et plus d'1 millier de blessés, le tout dans le stade. Et c'est dire qu'en plus de neutraliser la menace djihadiste, les autorités égyptiennes devront canaliser les groupes de supporters des clubs locaux. Et c'est sur ce point d'ailleurs, Antoine, que se termine ce journal des sports. Merci Seydina Abagé pour cette page des sports. L'info en continu sur www.imedia.sn. Dans la rubrique L'autre info, il est question du téléphone fixe qui n'est plus en vogue comme ce fut le cas il y a quelques années. Les avancées technologiques marquées entre autres par le téléphone portable sont passées par là. Beaucoup n'utilisent plus le téléphone fixe. C'est un sujet d'Aïssata Ndiaye. Le téléphone fixe. S'il y a une décennie, il était considéré comme un moyen de communication incontournable, ce n'est plus le cas. Pour cause, le téléphone portable a pris une place importante dans le quotidien des Sénégalais. Pour Madame Doy, mère de famille, le téléphone fixe n'est pas utile. Non, j'en ai pas. Parce que je vois plus l'utilité, parce que à la maison, tout le monde possède un portable. Il n'y a plus d'utilité, à utiliser le téléphone fixe. Avec les enfants aussi, on ne sait jamais en cas d'accident ou s'il arrive quelque chose aux enfants, ils sont malades, on peut vous prévenir rapidement avec son portable. Rapidité et efficacité, ce qui a détourné Aliou Sow du téléphone fixe. Non, enfin chez moi, non, parce que j'en ai plus besoin. Le portable, efficacité oblige. C'est plus efficace, c'est un portable. Ça se porte, c'est beaucoup plus rapide en termes de réaction. J'appelle quand j'ai envie, je décroche quand j'ai envie. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Je ne vais pas retourner chez moi là pour téléphoner à Aïssata. Ça évolue, c'est normal. Les gens n'ont plus le temps, ils passent toute la journée à l'extérieur de chez eux. Donc il est évident que c'est beaucoup plus utile d'avoir un téléphone portable que de se taper le téléphone de chez soi. C'est pas très évident. Contrairement à ces derniers, Yama Sow, mère de famille, préfère le téléphone fixe, mais elle estime qu'il n'est pas accessible côté prix. C'est mon travail qui m'impose à utiliser le téléphone fixe. J'ai besoin tout le temps de l'Internet, mais ça coûte cher.
Actuellement, le téléphone fixe a presque disparu. Les gens ne l'utilisent plus. Le coût de la vie est passé par là. Ils ont d'autres priorités. L'accès aux services de téléphonie moderne s'est renforcé de façon considérable au Sénégal ces 10 dernières années. Avec un taux de pénétration de 107% en 2017, le téléphone portable a pris la place du téléphone fixe. GD16 vous offre la revue de presse. La presse du jour passée en revue par Ousmane Gueye. Malick Gakou échoue au parrainage. Le président du grand parti n'a pas finalement pu faire valider sa liste par le Conseil constitutionnel. Gakou éjecté, relève l'AS. Gakou passe à la trappe, écrivent Enquête et Sud Quotidien, tandis que Vox Populi note qu'il rejoint les 19 recalés. Les confrères se permettent même un petit bilan, mais a mis parcours pour faire remarquer que les candidats à la candidature pour 2019 n'en sont plus qu'à 7. Macky Sall, Ousmane Sonko, Khalifa Ababakar Sall, Karim Meïssa Wade, Idrissa Seck, Madické Niang et Issa Sall, ce qui fait dire à Les Échos que la longue liste des prétendants pour la présidentielle s'est rétrécie comme peau de chagrin. Seulement, Bougane Gueye Dany y voit une main invisible du pouvoir. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp revient à la charge et c'est pour déballer, pour prendre le terme de Vox Populi. Ni la société civile, ni les 7 sages n'ont vu le fichier électoral avec lequel ils ont travaillé. Je crois réellement que Pape Oumar Sakho et son équipe devraient prendre leurs responsabilités car leur non-maîtrise et leur méconnaissance du logiciel de vérification ont été dévoilés par la société civile. Et prendre ses responsabilités ici signifie que tous doivent rendre le tablier. La tribune, en phase visiblement avec le patron de D-Média, fustige un sale tour de Macky Sall fait d'un parrainage biaisé, d'une rétention des cartes d'électeurs, mais aussi d'une instrumentalisation de la justice. L'instrumentalisation de la justice, ou plutôt une instrumentalisation de la justice, le président de la République ne veut plus en entendre parler. L'État prendra toutes les mesures qu'impose la situation pour la défense des magistrats. Avertissement à la page 5 de Les Échos. Plus qu'un défenseur, Macky Sall se fait l'avocat des magistrats. Titre l'AS qui informe que Sall a menacé de ses foudres ceux qui formulent des critiques fallacieuses et perpétuelles sur la magistrature. Dans Vox Populi, le chef de l'État qui rappelle que le Sénégal a connu des épisodes douloureux prévient qu'il n'est plus question d'attendre que de telles situations se passent de nouveau pour réagir. Mais les magistrats savent se défendre. Ils l'ont fait savoir par la voix du premier président de la Cour suprême lors de cette rentrée des cours et tribunaux. Mamadou Badio Camara, qui se bande les muscles comme le titre Source A, soutient que les magistrats sénégalais sauront résister vigoureusement à toute forme de pression et d'intimidation. Et qui d'ailleurs est plus patriote que ses juges, le premier président de la Cour suprême estime dans Enquête que personne ne doit oublier que ces derniers sont aussi des citoyens soucieux à la fois du présent, du devenir et de l'avenir de leur pays. Les mises en garde du chef de l'État et du premier président de la Cour suprême seront-elles suffisamment dissuasives pour que personne ne trouve à redire sur le procès Assane Diouf? Il écope de 2 ans de prison, dont 9 mois assortis de probation, informe Enquête. Compte tenu du fait qu'il a purgé plusieurs mois, c'est en février qu'il devrait être libre, le 28. Libre ou plutôt libéré, puisque même après Rebeuss, Diouf ne sera pas vraiment libre de ses actes. Il n'a plus le droit de s'exprimer dans des rassemblements à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ce qui fait dire à Vox Populi que Assane Diouf est interdit de live. Libre mais réduit au silence, relève Enquête. Une mort civile de l'homme décrétée, fustige son avocat. Pour maître Ciré Clédor Ly, c'est une violation de toutes les conventions internationales et de la Constitution en parlant de son client devant faire l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique. Karim Wade, lui, jubile. Le candidat déclaré du PDS pour le 24 février remporte une nouvelle bataille contre l'État du Sénégal qui voulait confisquer ses biens à Monaco, comme l'explique l'AS. En sport, un sentiment de gâchis affiché à la une de Source A au sujet des CAF Awards. Sadio Mané encore recalé devant Mohamed Salah pour le Ballon d'Or africain. Aliou Cissé bousculé par le Français Hervé Renard. Le Sénégal bazar de 1 milliard pour rien, écrit Source A, tandis que Stade relève simplement que l'Égyptien Salah triomphe doublement à Dakar tout en questionnant le choix porté sur Renard. Sadio, visiblement pas déçu du tout, se dit convaincu qu'il gagnera le prix un jour. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Attaque contre les magistrats. La classe politique réagit suite aux mises en garde du président de la République. D'après le porte-parole du PDS, personne ne peut empêcher les critiques à l'égard de la justice.
Du côté du pouvoir, l'on prône le devoir de respect vis-à-vis de l'institution judiciaire. La violence électorale durant la prochaine campagne pour la présidentielle, surtout pas. La société civile prend les devants et alerte. Elle déplore également le fait qu'il n'y ait presque jamais de suite judiciaire avec les victimes de violences électorales. École morte dans tout le département de Kolda aujourd'hui et demain. Les enseignants l'ont décidé ce matin. Un de leurs a été agressé par un parent d'élève. Ils sont tous noirs de colère. Les 16 sortants de l'INSEPS ont suspendu leur grève de la faim. Le ministre de la Jeunesse leur a promis de trouver une solution à leur principale revendication. Et puis en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayoulou met en garde la CENI contre toute publication de faux résultats. Fayoulou se voit vainqueur. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Insensec, réalisation Mohamed Kandji, 13h à Saint-Top pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Salimto. Vous aurez après 2h19 et Dialgati Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.